Comme vous le savez, désormais, avant notre conseil municipal qui aura lieu dans une petite demi-heure, nous avons, c'est pas encore traditionnel, mais c'est la deuxième séance des questions citoyennes qui permettent une interpellation directe par les citoyens à travers leurs préoccupations, les questions qu'ils ont envie de nous poser. Vient d'interpeller le conseil et notamment les élus en charge des sujets qui les préoccupent. Voilà, donc nous allons, je pense, écouter ces questions, bien entendu, avec beaucoup d'intérêt et d'attention, avant de tenter d'apporter des réponses. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Madame Céline Ferrer, habitante du quartier de Magudas, et je viens vous poser les questions du conseil citoyen. En premier lieu, la sécurité aux abords des écoles. Les membres du conseil citoyen s'interrogent sur la sécurité des enfants, des parents et des passants à l'entrée et à la sortie des écoles. Entre les nombreuses incivilités, le parking sauvage des véhicules sur les trottoirs et les inattentions dues à l'empressement des parents de déposer les enfants aux écoles, le conseil citoyen s'interroge comme suit. Quelles sont les actions de la ville pour garantir la sécurité? Qu'en est-il précisément du rôle et de l'organisation de la police municipale? Pourquoi, dans certaines communes, il existe des personnes qui assurent la traversée des enfants sur les lieux repérés comme sensibles, mais pas à Saint-Médard-en-Jalles? Cette question est valable pour l'ensemble des groupes scolaires publics, mais également pour les groupes privés, où le sujet est sensible au regard des travaux, de la dangerosité et de l'emplacement de ce nouveau groupe scolaire. Bien, donc merci à Madame Ferrer pour cette question. On y répondra sans doute à deux, puisque Claude Joussomme, qui est l'adjoint en charge des services techniques et des travaux, notamment de voirie, complétera. Sur le volet sécurité, il y a d'abord une interrogation sur le rôle de la police municipale. Bon, le rôle de la police municipale qui intervient sous l'autorité du maire, hein, c'est le code des collectivités territoriales qui le définit. La police municipale est là pour accompagner le maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Voilà. Donc il ne s'agit pas de policiers bis locaux ou de gendarmes bis locaux, puisqu'à Saint-Médard, nous sommes en zone gendarmerie. La loi ne les autorise pas à intervenir au même titre que des policiers nationaux ou des gendarmes sur des faits particulièrement graves. En revanche, donc, ils participent à la prévention, et une politique de prévention qui est extrêmement importante, de protection des lieux publics, des lieux sensibles. Ils assurent un rôle, évidemment, en lien avec les pouvoirs de police du maire sur la sécurité routière. Ils ont des rôles extrêmement variés et importants. Et si, évidemment, la tranquillité publique, des manifestations, des conflits de voisinage, des conflits tout court, des vols, bien entendu. Bon. Donc, en fait, ils peuvent intervenir sur tous les sujets quasiment, mais dès qu'on dépasse un certain niveau de délit et donc de peine, ils doivent passer le relais à la gendarmerie. Voilà. Donc ils ont contribué, par exemple, récemment à retrouver une personne disparue. Donc on voit c'est des missions particulièrement sensibles et importantes. Ils sécurisent, et on vient au deuxième point, les écoles également, ça fait partie de leur mission. Ils font du contrôle routier. Nous avons fait l'acquisition très récente de radars qui n'existaient pas auparavant, donc ils peuvent maintenant contrôler la vitesse. Bon, voilà. Donc ils ont des missions larges. L'organisation, bien, il y a des locaux de la police municipale. Nous avons des dispositifs de vidéosurveillance. Les effectifs, nous les avons augmentés sensiblement l'an dernier. Tout à l'heure, au Conseil, nous allons à nouveau ouvrir un poste de policier municipal, si l'Assemblée en est d'accord, bien entendu, puisque c'est inscrit au budget de la ville. Le chef de la police municipale est M. Frédéric Ponce, et
avec ses collègues, il est chargé de mettre en œuvre la politique définie par la municipalité avec ses partenaires dans le cadre du CLSPD, donc, qui est un conseil local de prévention et de sécurité de la délinquance, qui est chargé avec la justice, avec des acteurs sociaux, avec la gendarmerie, avec le procureur, parfois la préfecture, bref, des associations, de définir une politique de sécurité et de prévention. Donc c'est extrêmement important pour nous et c'est pourquoi nous allons poursuivre ce mouvement de renforcement des effectifs de la police municipale qui porte leurs fruits puisque dès à présent leurs horaires ont été élargis, notamment en début de soirée, et l'opération Tranquillité Vacances, qui n'était assurée jusqu'alors que l'été, est désormais assurée pour l'ensemble des vacances scolaires. Et lorsque les effectifs le permettront, puisqu'il faut progresser lentement mais sûrement, pour des raisons budgétaires notamment, mais aussi de recrutement, de formation des personnels, eh bien nous pourrons encore élargir ces plages horaires, ce qui est essentiel, puisqu'évidemment, c'est rarement en plein milieu de l'après-midi qu'on constate des difficultés graves, c'est souvent à des horaires, bien sûr, en soirée. Bon, voilà. Donc, je tiens à saluer leur travail et à saluer aussi leur coopération avec les forces de gendarmerie qui, à Saint-Médard-en-Jalles, font un travail absolument remarquable et difficile d'ailleurs dans une commune qui est très étendue. Alors, la deuxième question, la sécurité aux abords des écoles, ça fait effectivement partie de nos objectifs majeurs, parce que quand on parle sécurité, on a tout de suite à l'idée agression, vol, cambriolage, etc. Bon, bien sûr que ça existe, mais ce n'est pas résumer une politique de sécurité. Il y a aussi beaucoup d'autres points. Nous allons bientôt présenter d'ailleurs un plan communal de sauvegarde et de prévention des risques. Mais la sécurité routière, c'est une préoccupation majeure. Voilà. Et donc, les forces de police municipales ou nationales ont tout à fait leur rôle. J'invite aussi chacun au civisme, parce que quand on constate les vitesses d'un certain nombre de nos concitoyens aux abords des écoles ou les stationnements intempestifs sur trottoirs, sur passages piétons, sur place PMR et autres, il faut aussi que chaque citoyen se prennent en main sur ces sujets-là. C'est pas que la faute de l'autre, c'est aussi notre responsabilité collective et celle de chacun de faire en sorte que cet apaisement aux abords des écoles soit possible. Donc nous travaillerons, Marie-Dominique Canouet, qui est malade ce soir, n'est pas là, mais également avec Claude Joussomme, nous travaillerons à une campagne auprès des parents d'élèves et de tous ceux qui peuvent avoir à circuler dans ces endroits. La police municipale renforce ses contrôles. Et puis, je passe maintenant la parole à Claude Joussomme sur l'aspect sécurisation en tant que tel des abords d'aménagement, puisque nous avons souhaité, cette majorité, engager justement un plan global de rénovation des abords des écoles pour les sécuriser, les apaiser, avec des travaux qui ont déjà eu lieu d'ailleurs cet été et d'autres qui vont avoir lieu encore cette année. Claude. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers internautes. Oui, alors, moi, c'est un engagement fort, en plus, c'est un engagement personnel, parce que je pense que la sécurité des enfants autour de l'école est primordiale, que les enfants, quand ils vont pour apprendre, doivent être en sécurité sur leur trajet scolaire. Donc, comme disait Monsieur le maire, nous avons déjà commencé à travailler. Donc, dès qu'on est arrivé, on a pris ce sujet à bras-le-corps. Il y avait une école en particulier qui m'avait surpris, c'était l'école Carrier à Magudas, puisque son parvis d'entrée n'était pas du tout sécuritaire, puisque c'était des places de stationnement. Donc déjà, si on prévoit un stationnement devant une entrée scolaire, devant le portail, c'est pas forcément sécuritaire. Donc c'est pour ça qu'on a fait une reconfiguration complète de ce parvis pour l'apaiser, pour l'arborer aussi, pour qu'il soit un peu plus aussi sympathique. Et pour éviter qu'il y ait un problème d'encombrement, on a créé de ce fait un stationnement végétalisé aussi, en face de l'école, pour pouvoir permettre aussi aux parents et aux enseignants et à tout le personnel qui travaille dans les écoles de pouvoir stationner aussi. Nous avons aussi travaillé sur l'école de la Garenne, en concertation donc là, directe avec les parents d'élèves et les enseignants et toutes les parties prenantes de l'école.
pour modifier aussi le cheminement des piétons, des enfants vers l'école de la Garenne élémentaire. Il y a toujours un petit problème, parce que ce n'est pas totalement fini, mais déjà on a fait un parking, on a créé un parking supplémentaire pour pouvoir absorber le stationnement des parents. On a créé un cheminement jusqu'à l'école. On a modifié le stationnement devant l'école lui-même, en réorganisant le stationnement et en mettant de place PMR mieux identifiées et mieux calibrées. Et il ne manque plus que les 200 interdits à positionner. Voilà, il y a eu une perte d'arrêté, je m'en excuse. On l'a retrouvé, ça y est, c'est fait, ça devrait être fait là, rapidement, mais voilà. Donc là, ça... Il reste il y a un gros souci aussi, moi, qui m'inquiète, c'est la préoccupation de Dalzon, l'école privée qui a été positionnée d'une façon un peu bizarre, je vais dire, je ne trouve pas d'autres mots à cet endroit-là, sur une route très passante, parce que c'est une route à grande circulation, hein, l'avenue de Capéron, c'est une avenue à grande circulation, il y a un giratoire non sécurisé. Donc ça fait 1 an qu'on travaille donc, avec Bordeaux Métropole et l'OIM aéroport pour trouver des solutions pour aménager en sécurité ce rond-point, ce giratoire. Donc ça s'est fait. On a fait donc plusieurs réunions avec le collège pour voir les solutions aussi qu'eux ils avaient dans leur collège pour pouvoir aussi faire tampon vis-à-vis de la circulation. C'est-à-dire qu'eux ils ont une allée interne qui n'est toujours pas faite. Et moi j'ai demandé un engagement fort de l'établissement pour qu'elle soit au moins réalisée au plus tard à la rentrée scolaire prochaine, parce que ce n'est pas normal que ce ne soit pas fait aujourd'hui, et qu'il y ait aussi un poumon de stationnement à l'intérieur de l'établissement. Puisqu'il y a une desserte à prévoir dans cet établissement, il faut absolument que ça soit fait. Donc ça, c'est normalement l'été prochain, on va avoir les travaux qui vont se faire sur ce giratoire, et normalement la nouvelle configuration devra avoir lieu pour la rentrée prochaine. Donc ça, c'est les travaux en cours. Au niveau bilan, signalisation, c'est vrai, alors, on a rencontré Bordeaux Métropole pour essayer de trouver de la signalisation un peu particulière aux abords des écoles. Alors, quand on se promène dans les ruralités ou des choses comme ça, on voit souvent des petits gamins aux abords des écoles ou des crayons ou des choses comme ça. Et moi, je me dis, pourquoi pas faire des totems, trouver des solutions totems pour prévenir que c'est une école. Il faut qu'on puisse identifier facilement, d'un seul coup d'œil, qu'on est à côté d'une école. Donc, on pense déjà du marquage coloré, c'est-à-dire des potelets, des clôtures, enfin les barrières autour de sécurité, autour des matériaux urbains qui existent, colorés, de différentes couleurs, qu'on puisse attirer l'œil. On fait aussi actuellement tout un recensement pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre signalétique au sol et au marquage sur les rues. C'est-à-dire aujourd'hui, on regarde s'il y a partout les rues sont à 30 autour des écoles, si les passages protégés sont bien indiqués, bien marqués, si l'attention école est bien signalée, si l'école au sol est bien là. Voilà. Tout un tas d'éléments comme ça de signalisation, on fait le recensement. Et aussi le nombre de places de stationnement à proximité, pour voir aussi l'impact que ça peut avoir, ce volume de places. Et enfin, le troisième axe, c'est ce que disait aussi monsieur le maire, c'est travailler avec les parents d'élèves, parce que je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire les parents d'élèves. Alors moi, j'habite à côté d'une école, j'habite à côté de Corbiac, et quand on voit le matin le stationnement qu'il y a autour de cette école, c'est choquant, puisque on voit des parents qui stationnent un peu n'importe où et n'importe comment, qui posent leurs enfants sans sécurité, je dirais, pour leurs gosses, hein, c'est leurs enfants, quoi, quand même, et qui les font traverser un peu n'importe où, n'importe comment, alors qu'il y a des passages protégés, il y a des chemins numériques qui sont prévus. On ne peut pas mettre des barrières partout, on ne peut pas mettre du potelet partout, on ne va pas transformer la ville comme ça. Il faut aussi qu'il y ait un certain civisme. Et là, avec Marie-Dominique Canoué, on va travailler avec les parents d'élèves pour qu'on puisse aussi voir, eux, les idées qu'ils peuvent mener. Est-ce qu'ils ont pensé à des sens de circulation? Est-ce qu'ils ont pensé à des aménagements particuliers? Est-ce qu'ils voient d'autres solutions pour amener leurs enfants? Voilà. Et au travers de toutes ces questions-là, ben peut-être on pourra aussi définir un plan d'action avec eux pour, école par école, aménager des solutions qui répondent à l'école même. Merci. Merci beaucoup, Claude. Donc on voit qu'un travail important va être fait, c'est tout à fait dans nos préoccupations majeures, ça fait partie des priorités, comme l'ensemble des questions d'éducation d'ailleurs, hein, pas seulement la sécurité aux abords des écoles.
S'agissant des personnels qui pourraient aider les enfants à traverser, qui était aussi un volet de la question, il faut savoir que c'est déjà une des missions, non pas de faire traverser les enfants, mais d'aller surveiller la sécurité aux abords des écoles de la police municipale, qui le fait et qui patrouille aux heures évidemment nécessaires, matin et fin d'après-midi. Simplement, à Saint-Médard-en-Jalles, nous avons 14 écoles. Pour certaines villes qui en ont 2 ou 3, c'est peut-être plus simple. Pour nous, ça l'est moins, parce qu'on ne peut pas être partout. Même si nous augmentons les effectifs, puisque tout est à la même heure, chacun comprend bien que ce sera compliqué que la police municipale soit partout en même temps. Donc nous allons, au sein du Conseil citoyen, j'en reparlerai lors du prochain Conseil citoyen, ils ont peut-être des idées. Et puis, dans ce qu'a évoqué Claude Joussomme à l'instant, et ce qui sera porté également par Marie-Dominique, de réfléchir également avec les parents d'élèves. Mais il est extrêmement difficile de trouver, on voit très bien, il faudrait tout de suite trouver 14-15 personnes pour quelques minutes le matin, quelques minutes le soir. Donc il faut voir peut-être des options, s'il y a des personnes bénévoles parmi les parents d'élèves. Voilà, on va travailler à ce type de solution ensemble. En tout cas, merci pour votre question. Je crois qu'il y en a au moins une autre. En deuxième question, les éclairages, état du domaine public et politique de transition écologique. Les membres du Conseil citoyen s'interrogent sur 2 versants du thème de l'éclairage. D'une part, sur l'existence d'éclairage d'affichage publicitaire et de bureaux, surtout privés, qui restent allumés toute la nuit. Il en va de l'économie d'électricité en premier lieu, mais également de la pollution nocturne sur la biodiversité. Qu'est-il possible de faire pour une commune et quelles sont les actions envisagées sur le sujet? Et d'autre part, paradoxalement, le sujet des rues sans éclairage et surtout des défauts et délais de réparation de l'éclairage public aux abords des écoles et des points sensibles, tels que les rues traversantes, les arrêts de bus, etc., forment des inquiétudes et des questionnements sur l'action de la ville. Le Conseil citoyen souhaiterait interroger le Conseil municipal en précisant ces questions comme suit. L'éclairage est-il en mauvais état? Est-ce voulu de ne pas réparer et de supprimer des éclairages? Pourquoi des délais de réparation sont-ils aussi longs? Est-il possible de faire un état des lieux et un nouveau plan d'éclairage concerté? Bonsoir à tous, je me présente. Merci beaucoup pour cette deuxième question. Effectivement, moi j'ai fait un certain nombre de réunions de quartier récemment. Et c'est un sujet qui revient, qui est important. Donc Claude va vous dire ce qui va être mis en œuvre, ce qui est déjà d'ailleurs mis en œuvre. Juste une observation sur le premier point. Effectivement, la pollution lumineuse est un fléau pour la biodiversité. C'est pas d'une utilité d'ailleurs extrêmement importante, puisque par définition, au milieu de la nuit, il n'y a quand même pas grand monde pour regarder les enseignes en question. C'est un coût pour les commerçants eux-mêmes, puisque cette électricité, elle se paye. Et enfin, c'est une dépense collective, puisqu'il y a une consommation d'énergie qui pourrait être épargnée. Donc il faut d'une part un travail avec les commerçants et les entreprises concernées pour les sensibiliser à cela, bien sûr, sur la base d'un dialogue, d'un volontariat. Nous, on n'est pas sur l'idée de passer en force. Je crois que c'est toujours plus intéressant de dialoguer, d'entraîner plutôt que de contraindre. Mais enfin, s'il le faut, il y a aussi une compétence de Bordeaux Métropole qui s'appelle le règlement local de publicité. Il faut sans doute que nous nous en saisissions aussi à cette échelle-là pour voir quelles sont les règles précisément qu'il faudrait, le cas échéant, faire évoluer. Claude Joussomme. Oui. Alors, éclairage public, c'est... Alors, moi, j'ai vu, c'est vrai, effectivement, sur les réseaux sociaux, une montée d'informations, une montée de communication sur les réseaux sociaux. Et je me suis posé cette question-là, puisque, en définitive, mais par rapport à ce qui se passait avant, est-ce qu'on est vraiment dans une situation de dégradation? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Ou est-ce que c'est juste de l'amplification de réseaux sociaux? Voilà.
Donc, si on regarde depuis 2018, 2019, 2020, 2021, moi j'ai pris 4 années, hein, en termes de panne d'éclairage, on est sur une continuité aux environs de 400 pannes. En 2019, il y a eu une montée à 500 pannes, mais bon, on est à peu près dans la même typologie, je dirais, de niveau de panne. Alors, on ne peut pas s'en satisfaire, je suis d'accord, mais déjà, c'était voir si on était plus dégradé qu'avant, et cette situation est plus dégradée. Bon, au travers de ça, moi je me suis dit, si on ne s'améliore pas, c'est qu'il faut, ça ne va pas, il faut s'améliorer, il faut toujours s'améliorer. Et donc, avec le directeur des services et la responsable éclairage, on a dit qu'il faut mettre un plan d'action en route pour se poser la question et être plus efficient sur le domaine des pannes. Donc déjà séparer la panne seule, c'est-à-dire un lampadaire isolé qui ne marche pas dans une rue, d'une panne de secteur, c'est-à-dire toute une rue ou tout un quartier, en fait, une grosse zone de quartier dans le noir. Voilà déjà de typologies de pannes différentes et de se poser la question comment on va les traiter. Le délai de réactivité, le délai d'action, voilà, tout ça. Donc tout ça aujourd'hui c'est inscrit. Dès le mois de janvier, on va mettre en place, en route ce nouveau plan d'action pour pouvoir s'améliorer. Et je peux prendre acte aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je demandais au service, donc d'avoir un niveau d'amélioration à vous présenter pour la fin de l'année prochaine, avec un niveau de panne bien inférieur à celui qu'on a cette année. Après, je voudrais quand même rappeler certaines choses, certains éléments. Donc, les communes étendues, ça, on le dit régulièrement dans le conseil municipal. Alors, une idée, on a 6000 points lumineux dans la commune, donc c'est quand même conséquent. 6000 points lumineux. Actuellement, nous remplaçons. Alors, il y a eu un plan de remplacement des points lumineux qui a été fait, qui est engagé depuis 2016. C'est ce qu'on appelle, nous, les mâts de 3,50 m, c'est-à-dire les petits mâts. Il y a les mâts de 3,50 m et les grands mâts, qui sont à 8 mètres. Et depuis 2016, excusez-moi, je reprends un peu mon souffle. Depuis 2016, le plan est en route. Et normalement, en fin d'année prochaine, on devrait avoir terminé le renouvellement de tous les poteaux de 3,50 m cette année, fin d'année 2022, ça devrait être terminé. Donc on va lancer pour 2023 le renouvellement des grands mâts, les mâts de 8 mètres. Donc là, on va faire aussi un plan d'action, un plan de renouvellement pour savoir comment on va intégrer ça. Pour prendre aussi en compte la considération qu'on a sur l'éclairage public, nous avons, moi je militais pour avoir un effectif complémentaire à l'équipe, parce que c'était une équipe de 2 personnes, donc 6000 points lumineux, 2 agents qui travaillent dessus, pas d'amélioration. Donc, au moment, peut-être qu'il faut améliorer, d'accord, le système, mais peut-être aussi donner quelques moyens. Et donc, c'est pour ça on a créé un effectif supplémentaire qui vient d'être recruté en fin d'année. Donc là, il est en cours de formation et d'habilitation, puisqu'il faut qu'il ait des formations au niveau électrique, des habilitations au niveau électrique, et au niveau aussi manipulation de la nacelle, qu'on appelle le CACES, voilà, entre autres. Et aussi, dans les moyens aussi, on a changé aussi la nacelle, puisqu'on avait une nacelle standard, on va dire, et on a pris une nacelle aujourd'hui, typologie éclairage public, qui permet d'avoir une efficacité plus forte pour les agents quand ils travaillent en haut des poteaux, puisqu'ils peuvent embarquer du matériel, embarquer de l'outillage, en fait, tout est prévu autour de ce nacelle. Donc aussi, dans le plan d'action, vous voyez, c'est pas que mettre des compteurs, c'est aussi mettre des moyens supplémentaires et complémentaires pour que nos agents puissent travailler correctement. Voilà. Merci. Je voulais dire, excusez-moi. Oui, non, mais pas de souci. Merci Claude. J'en profite pour saluer les agents, parce que peut-être qu'on ne s'en rend pas assez compte, et on l'a vu aussi avec les décorations de Noël, je crois, qui ont donné satisfaction. En tout cas, c'est les échos qui me reviennent du gros travail qui est fait par les agents de la ville, en rappelant toujours au Saint-Médardais, au Saint-Médardès, ce fait quand même, c'est que la ville de Saint-Médard-en-Jalles est la plus grande ville en superficie de Bordeaux Métropole. Et que pour vous donner un ordre de grandeur, la ville de Bègles fait 9 km², la ville de Bordeaux en fait à peu près 47, nous en faisons 85. Alors certes, il y a la forêt, certes, il y a les citarianes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éclairage, qu'il n'y a pas de voirie à entretenir autour. Et donc c'est pour nos agents un travail supplémentaire tout à fait conséquent.
Voilà. Donc il faut toujours l'avoir à l'esprit. C'est aussi un coût pour la ville beaucoup plus important, puisque si on compare, on est presque à x9 Bègle ou le Haillan. Donc ce sont des contraintes techniques, des difficultés plus importantes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on travaille mieux parfois avec la métropole. C'est souvent aussi elle qui peut intervenir sur des sujets annexes de voirie. Il faut savoir aussi que pour ces difficultés, cette année, Claude ne l'a pas évoqué, en tout cas j'ai pas entendu, mais peut-être été inattentif, mais il y a des problèmes sur les matériaux, il y a des problèmes d'approvisionnement. Bon, c'était peut-être pas le cas ici, mais il faut savoir que sur les travaux, de manière générale, les entreprises travaillent de manière extrêmement tendue et ont des vraies difficultés d'approvisionnement et de planning pour rattraper aussi tous les chantiers. On nous a dit pourquoi les chantiers sont longs, etc. Parce qu'il y a des plannings qui ont été tous décalés avec la crise Covid et qu'il y a des surcharges aujourd'hui en termes d'activité. Et vous l'avez sûrement lu dans la presse, mais il y a d'ailleurs des besoins de recrutement très importants dans le secteur du bâtiment, des travaux publics qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a une activité très très forte en ce moment, ce qui ne facilite pas toujours les interventions rapides. Bon, en tout cas, je crois que Claude Joussomme l'a bien expliqué. On va essayer d'être clair sur le sujet. Juste un petit mot pour oui. une petite note positive. Interréunion juste avant avec les équipes, je vais parler d'éclairage public. Et alors, dans les secteurs d'Allenoir, ce soir, normalement, il n'y a plus de secteur d'Allenoir, à la Croisade d'eau, sauf un, parce que là, c'est un problème d'approvisionnement de matériel, c'est celui qui est sur l'avenue du Haillan. Donc là, toujours un problème d'approvisionnement matériel. Mais autrement, tous les autres secteurs, normalement, ça aurait pas. Je parle bien de secteur, pas de panne isolée d'une seule lanterne. Voilà. Donc, à ce soir, parce qu'il y avait le rond-point de Fédy qui restait. Voilà, donc ça illustre bien ce que je viens d'indiquer. Il y a aussi des contraintes techniques parfois, notamment d'approvisionnement de pièces de matériel. C'est d'ailleurs un vrai sujet pour notre pays parce qu'on s'est aperçu avec cette crise Covid que nous étions très très dépendants de beaucoup d'éléments qui ne sont plus fabriqués chez nous et lorsqu'il y a des problèmes, on l'a vu dans l'automobile, dans la santé, dans beaucoup de secteurs, dans l'informatique, bien les délais sont là et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est un autre sujet, mais qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit. Voilà, donc comme l'heure a tourné, nous allons bientôt basculer vers le conseil municipal à 18h30 et terminer ces questions. Je voudrais remercier les citoyens qui s'engagent au sein de ce conseil citoyen et qui veulent bien non seulement poser ces questions, mais aussi faire tout un travail autour du budget participatif, enfin bref, de tout un tas de sujets. Bruno Cristofoli qui s'occupe de ces sujets, notamment avec eux, et les élus de quartier qui s'engagent dans ce conseil. Voilà, on espère les retrouver en forme au mois de janvier et on leur souhaite de belles fêtes de Noël. Merci beaucoup.